Donc on parlait du paradoxe entre l'individu, l'entreprise d'un côté, à la fois ancré sur son territoire, son micro-territoire j'allais dire, et puis l'immensité du réseau auquel il est connecté ou potentiellement connecté, à l'individu ou une entreprise écartelée entre deux spatialités subies et apparemment contradictoires. Entre les deux, un espace, un intermédiaire non vide, ce que Didier Paclin vous appelez malicieusement un milieu. Vous êtes professeur à l'université Michel Montaigne à Bordeaux 3, initiateur et responsable du programme de recherche Aquitaine sur les usages et dispositifs numériques, Rodin pour les intimes, et cofondateur du laboratoire des usages numériques en Aquitaine, l'Aquilab. Et vous êtes également responsable de l'université numérique d'Aquitaine. C'est fait beaucoup. J'ai voulu arrêter parce que je me suis dit que j'allais prendre sur votre temps de parole. Voilà, et je suis bourguignon et fier de l'être, et donc d'un autre espace et territoire que celui-ci. Donc je vais tenter, donc en quelques minutes, on dit tout ça en essayant de faire en sorte d'être compréhensible, d'être audible, donc d'apporter ma contribution à cette thématique en ayant peut-être une approche, on va dire, complémentaire, et je reviendrai sur cette question du premier kilomètre qui est parfois même à 500 mètres. Est-ce que la distance va fonctionner ou est-ce qu'il faut que je me rapproche? Oh, c'est beau, c'est magique. Vous voyez comme quoi on peut aussi s'affranchir des contraintes, techniques de proximité dès lors où nous pouvons agir dans la distance. Donc, en ce qui concerne mon propos, je vais revenir sur un certain nombre de points et notamment rappeler et prendre pour acquis, même si on peut le regretter les uns et les autres, la forte disparité aujourd'hui de l'aménagement territorial dans un contexte numérique. Il n'a pas échappé, aux personnes qui sont ici et qui parfois vont le dimanche ou à d'autres jours de la semaine se promener dans certaines zones territoriales, qu'il est quand même très difficile de pouvoir annoncer qu'on aura 2 heures de retard, tant la qualité du réseau est défectueuse. Donc, c'est à partir de ces éléments-là que je voudrais appuyer le propos, un propos centré du côté de l'utilisateur, en tout cas de ce que les promoteurs de services publics, de points d'accès publics à Internet notamment, adressent un certain nombre de services et essayer de porter ou de partager avec vous, en tout cas, un constat, d'usage et de non-usage de ces dispositifs, rappelant à travers ça un certain nombre de points qui ont été abordés dans les contributions précédentes. Cette question de l'aménagement territorial est quand même ancien. Alors, Christophe le rappelait tout à l'heure, les syndicats d'électrification. Et très récemment, nous avons conduit une étude dans le cadre d'un d'un projet qui s'appelle Plus de services au public, et qui nous a amené à nous interroger sur le positionnement de 9 catégories de services qui vont de la Poste en passant par la CAF, la MSA, la CARSAT, EDF, GDF, Pôle emploi, j'en passe et des meilleurs. Et pour constater qu'en fait, nous avons toujours des déséquilibres territoriaux qu'expriment ces cartes. Et notamment, je vous invite à jeter un coup d'œil sur la carte qui est en bas à droite, qui exprime, des communes dans lesquelles il n'y a aucune implantation de l'un de ces services. Pour rappeler combien ces déséquilibres sont ancrés territorialement et quand bien même ces opérateurs souhaiteraient agir ensemble pour réfléchir à une autre organisation ou à un autre maillage territorial, eh bien, nous constatons, à travers les petits points bleus, que cette disparité, cette hétérogénéité se poursuit, quand bien même de nombreuses concertations ont permis à ces acteurs, à la fois publics et privés, pendant de longues réunions, de définir ce qui pourrait être leur action commune sur un territoire auprès du public. Et c'est vrai qu'il a été à plusieurs reprises question du millefeuille, et c'est vrai que nous sommes bien là aussi dans cette problématique du millefeuille qui a un ancrage historique fort, et ça je crois qu'il faut le rappeler, c'est pas pour faire plaisir aux historiens, de la même façon si j'utilise des cartes, c'est pas pour faire plaisir aux géographes, soyons clairs, c'est juste parce que ce sont quand même des outils, à mon avis, qu'il convient de continuer à mobiliser et d'avoir des lectures croisées avec plusieurs disciplines, parce que ça peut avoir du sens, mais de constater aussi qu'à travers ces différentes politiques, eh bien, on va retrouver un certain nombre d'effets, alors qui vont de l'effet silo, qui vont de l'impact de la prégnance des marchés
et de l'économie de ces dispositifs sur leur implantation, car quand bien même, et je ne pense pas que ce soit Gérald de Elbaz qui me contredise, quand bien même nous serions les chantres de l'économie de la contribution, il y a toujours une question qui se pose, c'est qui paye? Et dans ce contexte-là, c'est vrai que je voulais partager un questionnement qui est, qui est de l'évolution de ces pratiques territoriales dans un contexte numérique, essayant de comprendre est-ce que ou non ces pratiques, des politiques d'aménagement territorial via notamment la mise en place de points d'accès public, notamment Internet, c'est ce sur quoi je centrerai mon propos, permet justement de limiter les effets d'hétérogénéité, je veux dire, de l'action publique sur les territoires. Alors pour ça, une autre carte, et je pense que ce sera la dernière, c'est une carte en fait qui reprend, je veux dire, les lieux d'implantation de ce que nous appelons les points d'accès public à Internet. Il a été fait mention dans une précédente intervention d'un discours d'un ancien Premier ministre en août 1997. Alors, je vous laisse à votre connaissance historique et politique pour retrouver le nom de ce Premier ministre, et époque à partir de laquelle, même si des initiatives antérieures avaient été lancées, je veux dire, une volonté politique d'aménagement territorial numérique, je veux dire, pour un développement d'une acculturation républicaine et égalitaire du numérique, était lancée. Donc ça a donné lieu à un certain nombre d'initiatives dont l'hétérogénéité et la dimension millefeuille bien sûr se retrouvent, je dis bien sûr hélas, mais aussi où on retrouve à travers ces décisions d'implémentation, je veux dire, l'impact des frontières administratives napoléoniennes à travers les départements. Alors je vais passer sur le détail, mais j'en veux pour exemple les zones qui sont plutôt orangées, puisque nous avons défini à partir de chaque point un rayon de 13 km qui est le parcours moyen, je veux dire, de l'actif aquitain. Les autres, je ne saurais pas vous dire, je ne m'autoriserai pas à le dire, mais pour essayer d'appréhender la couverture. Et on retrouve là des effets d'aménageurs qui s'inscrivent à la fois donc dans une structuration antérieure des territoires, mais également dans des structurations historiques. Et je ne sais pas qui se souvient dans ces cours d'histoire, on va dire en primaire, de Bertrand de Born, qui, au début du XIIIe siècle, était le seigneur de Hautefort. Et on retrouve ici une zone d'une frontière ancienne, qui est l'ancienne frontière entre l'Aquitaine et le Limousin. Donc on voit comment ces effets historiques aussi participent à cet aménagement territorial et comment certaines zones demeurent en quelque sorte non pas vide de structure, mais en tout cas vide d'utilisation. Et ça amène quand même à se questionner sur cet aménagement, c'est-à-dire quand bien même une politique est mise en place, que se passe-t-il du côté des citoyens, du côté de la population? Alors pour répondre à cette question, nous avons tenté d'interroger à la fois sur le terrain, mais à la fois en interrogeant panel représentatif de la population aquitaine, etc., etc., pour constater que déjà l'appétence pour ces lieux est relativement faible. 5% de la population se déclare être utilisatrice et 15% se disant peut-être qu'un jour j'irai. Et donc ça ramène à cette phrase qu'a rappelé ce matin, hop, là ça va venir, une espèce, à savoir, voilà, c'est ça. C'est la pratique qui conteste, c'est-à-dire qui conteste quoi? Qui conteste ce qui est proposé. Et tout à l'heure, lorsqu'il était fait mention de ce premier kilomètre, on voit que ce premier kilomètre peut être beaucoup plus court, dans la mesure où, ça vous le voyez mieux que moi, parce que là je travaille uniquement de mémoire, vous avez compris, c'est que pour les personnes qui aujourd'hui se rendent à ces lieux, donc des lieux qui peuvent être dans les médiathèques ou autres, on pourra revenir dans la discussion sur ces lieux, eh bien ce sont quand même malgré tout des déplacements de très très faible distance, à un détail près, parce qu'il y a quand même un certain nombre de variables socio-démographiques et économiques qui interviennent, à un détail près qui est notamment le cas des demandeurs d'emploi longue durée qui, eux, pour différentes raisons, et on pourrait revenir dessus, acceptent de faire des temps beaucoup plus longs de déplacement, jusqu'à une quarantaine de minutes. Donc dire que cette question de l'aménagement et de la pratique de ces lieux et de comment le numérique reconfigure le local et les pratiques, est inscrite à la fois dans la pratique quotidienne de déplacement des personnes, mais également, et ce que nous relevons aussi, dans des inscriptions territoriales et quelque part, en tout cas tel qu'on le voit là à travers ces données, départementales. C'est-à-dire qu'on voit également qu'il y a, alors là il faudrait creuser puis
aller plus loin encore dans ces analyses, mais dans ce constat que le rapport à ces mêmes politiques, en quelque sorte, est différent selon que l'on habite dans les Landes, que l'on habite en Lot-et-Garonne, etc. C'est-à-dire que le désir de déplacement et la pratique même de ces dieux, eh bien, est en quelque sorte en lien avec le lieu d'habitation de ces personnes. Donc ça nous amène à... Voilà, je veux dire, à aborder un certain nombre de choses et à renforcer ce qui a été dit à plusieurs reprises ce matin et également cet après-midi, c'est que d'une part, je veux dire, ces pratiques, on le voit bien que la pratique de ces dieux, c'est-à-dire quand bien même, je veux dire, ces dieux auraient un certain nombre d'équipements et permettrait, je veux dire, de développer un certain nombre de compétences, permettrait d'accéder à un certain nombre de services. On constate que ce rapport au local et cet ancrage dans l'espace vécu est quand même très prégnant, en tout cas dans la population qui a été étudiée, et qui montre combien, je veux dire, ça s'articule aussi dans des logiques de déplacement et de trajectoire. Et ça, c'est un élément important aussi, me semble-t-il, pour comprendre la manière dont le numérique peut revisiter le local et les pratiques de cet espace, c'est d'inscrire ça dans cette notion de trajectoire, mais tel que ça a été déjà évoqué tout à l'heure dans d'autres interventions. D'autres éléments qui me semblent importants, c'est d'arriver aujourd'hui, c'est peut-être là, ou en tout cas, nous, de notre côté, nous avons encore une petite difficulté, c'est essayer de comprendre comment, je veux dire, ces pratiques s'articulent dans une bispatialité, à la fois une spatialité physique, c'est-à-dire des lieux qui sont reconnus comme étant des lieux accueillants, des lieux dans lesquels on peut aller, etc., avec un certain nombre de services, mais également de voir comment l'activité se distribue à la fois dans ces lieux physiques et dans ces lieux numériques. Pardon, dans les espaces numériques, pas dans les lieux numériques, dans les espaces numériques, c'est-à-dire sur la toile. Un peu également ce qui a été évoqué tout à l'heure par Boris à travers les différents exemples qui ont été évoqués. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, penser le local et penser l'impact et cette relation entre numérique et local, c'est aussi arriver à concevoir et peut-être à définir un certain nombre d'outils pour comprendre ces trajectoires et comment ces trajectoires de pratique, d'activité, d'action se situent et sont ancrées à la fois dans des espaces physiques et dans le cyberespace, pour aller un peu vite dans le propos. L'autre point de cette analyse que je voulais partager avec vous, c'est on voit bien que ces lieux, en fait, ce sont des lieux de potentialisation. Ce sont des lieux dans lesquels s'inscrivent un certain nombre de pratiques, d'attentes, où les imaginaires, tels que cela a été évoqué, agissent pour co-construire une organisation et donner forme à ces lieux. Et ça m'a amené à proposer cette idée que j'emprunte à un auteur littéraire qui est Stendhal, hein, c'est-à-dire cette idée de la cristallisation, et comment, je veux dire, aujourd'hui, au sein de ces différents lieux, comment les différentes politiques, les différentes actions, les différentes dynamiques organisent des potentiels qui vont être actualisés pour donner des formes qui correspondent à ce que souhaitent, à ce que sont en capacité de mettre en œuvre les acteurs, les citoyens des territoires. Comment, je veux dire, cette potentialisation, je veux dire, est actualisée pour organiser des nouvelles formes économiques, des nouvelles formes sociales, des nouvelles formes organisationnelles et d'action au cœur des territoires. Donc, ces processus de cristallisation, en fait, s'inscrivent dans cette notion de milieu. Et pour exprimer cette notion de milieu, bien j'emprunte au cinquième élément, pas la quatrième dimension, mais à ce cinquième élément qui n'est pas celui de cette référence filmique, mais ce cinquième élément qui est le milieu de la rose des vents orientale. Il y a l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, et dans la rose des vents chinoise, il y a le cinquième élément qui est le milieu. Ce milieu qui est cette convergence de flux, qui est cette convergence par laquelle nous passons pour aller d'un point à un autre et qui cristallise un certain nombre d'actions, un certain nombre de repères, un certain nombre de dimensions des organisations. Ce lieu, donc ce cinquième élément, si je puis dire, s'inscrit dans deux types de proximités qui sont des proximités que les économistes ont déjà travaillé à plusieurs reprises, notamment dans les nouvelles organisations industrielles, à la fois dans des proximités spatiales, qui ici sont des proximités bispatiales, si je puis dire, si je reprends cette image de la spatialité physique et de la spatialité numérique, mais également qui relève de ce que les économistes de la spatialité nomment les proximités aspatiales, à savoir tout ce qui relève des dynamiques de coordination, tout ce qui relève des ressources, et notamment d'un type de ressources qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir les ressources cognitives.
Et ceci, on le retrouve bien dans les enquêtes que nous pouvons faire, et là j'ai pris juste un extrait, qui montre qu'en fait, ce qui motive les personnes à aller dans ces lieux, c'est certes pour une partie le fait de pouvoir accéder à des ressources matérielles ou logicielles, mais aussi de pouvoir accéder à un certain nombre d'autres types de ressources immatérielles, humaines. Alors selon les types de publics, je veux dire, on va avoir différents types de demandes, différents types de sollicitations, mais dont on voit bien que, comment dire, l'appropriation, si je puis dire, de ces lieux physiques dans un contexte numérique n'a pas uniquement pour vecteur, je veux dire, l'indisponibilité, par exemple, à domicile ou sur lieu de travail d'équipement. Parce que d'ailleurs, et c'est ce que je n'ai pas dit, c'est que les publics qui fréquentent ces lieux-là, ce ne sont pas des publics qui subissent la fracture numérique, loin de là. Donc ça amène vers des éléments peut-être de conclusion, c'est-à-dire que, ces milieux, je veux dire, sont des milieux donc, qui empruntent et qui sont déconstruits, qui donc empruntent à deux proximités, à la fois les proximités spatiales et les proximités aspatiales, telles que j'évoquais tout à l'heure, avec une dimension qui est importante et qui apparaît dans les entretiens que nous pouvons conduire auprès des publics qui fréquentent ces lieux, qui est une dimension, j'allais dire, très palo-altienne, winnicottienne et autres, à savoir cette dimension de contenant et de conteneur de ces lieux. À la fois qui sont des lieux, et on l'a vu à travers l'exemple aussi, je veux dire, dans les banques, etc., qui sont des lieux où il y a un climat, je veux dire, une ergonomie de travail, un climat à la fois de confiance, mais un climat de bien-être, et on retrouve ces éléments importants dans le bien-être, et si les personnes qui, en Aquitaine, travaillent sur les tiers-lieux étaient là, et elles nous raconteraient combien la présence de la cheminée dans le tiers-lieu de Pomerol est importante pour la chaleur humaine, même lorsque le foyer est éteint. Donc toutes ces dimensions-là me semblent importantes pour penser cette articulation entre le local et le numérique et voir comment émergent d'autres formes, à la fois des formes qui sont des formes, je veux dire, d'accès à des ressources, mais qui sont des formes au sein desquelles sont co-construites des pratiques, donc des formes qui sont à la fois des formes de médiation et d'intermédiation. Mais ces formes qui, en fait, sont des construits qui résultent de la mise en triangulation, si je puis dire, de trois dimensions, à la fois la connectivité, c'est-à-dire le fait d'avoir un accès permanent à des ressources qui permet de s'affranchir à des moments donnés des espaces physiques, d'avoir un pôle aussi de mobilité, parce que tout ça s'inscrivant dans des trajectoires de déplacement, mais aussi cette importance du social. Cette importance du social qui est rappelée dans de nombreuses études qui peuvent être faites ici ou ailleurs, c'est-à-dire considérant que dans ces dynamiques d'aménagement, la reconnaissance, c'est-à-dire de ces lieux avec une présence sociale, avec toutes ces dimensions de confiance, etc., semble être des points importants. Des points importants à la fois parce que les acteurs qui viennent, ce qui ne sont plus des publics, mais les acteurs qui participent à ces dynamiques, s'inscrivent donc dans ces dynamiques collectives, mais également des dynamiques d'individuation, c'est-à-dire des dynamiques par lesquelles également elles peuvent se mettre en projet et réaliser leurs projets. Donc tout un ensemble d'éléments, je veux dire, sur lesquels nous pourrions conclure, mais le temps est quasiment écoulé. Hein, c'est ça. Juste pour rappeler, je veux dire, ces différents points, à savoir que, je veux dire, ce qui me semble important, c'est que dans ces logiques de maillage territorial, et on voit bien, je veux dire, l'enjeu, c'est quand même de passer de ces fameuses couches verticales à ces couches horizontales, donc de penser à la fois des maillages entre des partenaires, et ça pose des vraies questions. Ça pose des vraies questions, et sur certains publics, et notamment si je pour avoir travaillé avec des demandeurs d'emploi, aujourd'hui, je vais refaire un travail avec des demandeurs d'emploi longue durée dans les locaux de Pôle emploi, on sait que c'est contre-productif. Et on sait combien ces lieux, par exemple, peuvent être investis pour ces activités de décentration, de distanciation par rapport aux problématiques et de rupture par rapport à l'emploi, mais ce qui suppose malgré tout de maintenir et de construire des liens et des relations spécifiques avec toute cette chaîne d'acteurs qui participent, je veux dire, à ces activités, par exemple d'accompagnement à leur reprise d'emploi. Je vous remercie.